Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, une nouvelle chronique. Nous sommes à l'épisode 140 et on vous parle du riz. Et oui, puisque le Nouvel An chinois, c'est bientôt, c'est le samedi 10 février et ça a un lien avec le riz. Mais oui, évidemment, je voulais un élément qui soit emblématique pour célébrer le Nouvel An chinois. Alors, le Nouvel An chinois, il arrive en décalage par rapport au Nouvel An du calendrier grégorien. Il coïncide en fait avec une nouvelle lune et il va être fêté chaque année entre le 21 janvier et le 20 février en fonction effectivement du moment de la nouvelle lune. Alors, le Nouvel An chinois, il est aussi appelé la fête du printemps. Et en fait, le printemps commence 6 semaines avant l'équinoxe. Nous, on va le fêter le 20-21 mars, le début du printemps, enfin on le fête. En tout cas, on marque le début du printemps au 21 mars, alors que le calendrier chinois dit qu'il commence 6 semaines avant et que l'équinoxe, c'est l'apogée du printemps. En réalité, 6 semaines avant, on commence déjà à avoir des personnages, tu sais, on commence à percevoir aussi un prolongement significatif de la durée du jour. On peut sentir que l'énergie, elle commence à nous revivifier si on est attentif et si on n'est pas trop à côté de ses pompes. Et puis on commence à avoir aussi plus sérieusement envie de quitter notre grotte. Je ne sais pas si tu as remarqué. J'en profite pour vous partager que ce dimanche 4 février, je propose un atelier cuisine justement pour accompagner cette énergie du printemps qui commence à émerger en nous avec des petits plats très inspirés de la diététique chinoise. Alors on va pas manger des chinoiseries bizarres, au contraire on va manger des ingrédients tout à fait de chez nous, mais inspirés par l'énergétique chinoise pour soutenir ce mouvement ascendant et cette célébration. Alors, l'aliment le plus emblématique pour moi de la culture culinaire asiatique, c'est le riz. Le riz en Asie, il est ce que le pain est chez nous, c'est-à-dire la base. Voilà. Donc il serait originaire de l'Inde et il aurait essaimé à partir de là. C'est l'ingrédient principal du plat national sénégalais, par exemple. On va le retrouver évidemment dans le risotto italien. Et puis on cultive du riz en Camargue, bien sûr. Et oui, le riz nous permet de voyager à travers le monde et notamment aussi parce qu'il a plein de variétés qu'on cultive un peu partout. Oui, tout à fait. Alors, on a le riz basmati qui est cultivé en Inde ou au Pakistan. Il est très agréable avec ses longs grains fins. On va trouver aussi du riz thaï qui est particulièrement parfumé, qui a des grains plus épais, un petit peu plus courts. On va trouver le riz arborio et le riz carnaroli, qui sont des riz italiens, qui sont des grains ronds qui absorbent beaucoup d'eau, donc qui sont idéaux pour le risotto ou le riz au lait. On va avoir une variété de riz qui s'appelle le riz gluant ou le riz glutineux, dont on verra qu'il a des propriétés médicinales particulières en diététique chinoise. Et celui-là, il va servir à faire des plats très particuliers avec sa richesse en amidon. Il a un côté très, justement, gluant, comme son nom le dit. On peut faire des perles de riz gluant, par exemple, entre autres plats. On a une variété de céréales qui s'appelle le riz sauvage. Alors là, on a une céréale qui est faite de longs grains noirs avec une saveur noisette très subtile. Mais ce n'est pas une variété de riz, c'est une autre espèce de céréale qu'on peut trouver aussi sous le nom de folle avoine. Et la folle avoine, elle est connue des utilisateurs de fleurs de bac, tu sais, ces élixirs qui servent à temporiser les émotions. Par exemple, quand on s'intéresse à beaucoup de choses, mais qu'on est indécis quant à la bonne voie à suivre, on peut avoir recours à cet élixir de bac de folle avoine. Alors, on va trouver des riz de toutes les couleurs. Nous, on connaît bien sûr le riz de couleur blanche à brune, en fonction du degré de raffinage. Mais on a aussi du riz rouge, notamment issu des cultures de Camargue. On a du riz violet, on a du riz noir, qui a un très joli nom. On a une variété qui s'appelle le riz vénéré. Et puis, on peut trouver du riz tigré également, qui est très, très mignon. Donc je vous disais, on a le riz blanc qui est en fait un riz raffiné. Et on a une déclinaison entre le riz complet, le riz semi-complet et le riz blanc. Et là, on va avoir plus ou moins de son, c'est-à-dire plus ou moins de fibres dures et de minéraux qui vont apporter plus ou moins de texture et plus ou moins de saveur. Il faut retenir toutefois que dans le riz complet et même encore dans le riz semi-complet, on a de l'acide phytique. L'acide phytique, c'est ce qu'on appelle un antinutriment qui nous empêche d'absorber les minéraux que le riz complet apporte en même temps, ce qui est dommage. Donc, c'est pas difficile. Pour désactiver l'acide phytique, je vais y arriver. Pour désactiver l'acide phytique, il faut un trempage. Il faut tremper au minimum une nuit. Et là, l'acide phytique est dégradé sous l'action de l'eau. Et on appuie l'acide phytique et on conserve tous les minéraux. Et le riz complet se cuit beaucoup plus vite. On a tout gagné. Trempage, germination pour les céréales, c'est vraiment très vertueux.
Petite parenthèse sur le riz étuvé, on va trouver du riz pré-étuvé à la vente, c'est du riz cuisson rapide. Donc c'est très pratique, mais il y a beaucoup moins de vitalité. Moi je vous recommande de passer par un trempage maison d'une demi-journée à une journée. C'est beaucoup plus source de vitalité, on conserve beaucoup mieux les vitamines, les minéraux, et on a le même effet accélérateur de cuisson. Et voilà une belle transition pour parler des super pouvoirs du riz, s'il y en a, et je suis sûre qu'il y en a plein. Moult, très cher, moult. Donc déjà, le riz est une céréale nutritive parce qu'il est très riche en glucides, en amidon. On lui connaît aussi des propriétés antidiarrhéiques, c'est très connu aussi en diététique occidentale, puisqu'on sait très bien que les bébés sont mis au régime riz-carotte quand le transit est un petit peu rapide. En diététique chinoise, on dit que le riz est de saveur douce et de nature neutre. Nature neutre, ça veut dire qu'il est ni réchauffant ni refroidissant. Le riz gluant, par contre, il est de nature tiède, donc il est un peu plus réchauffant. En fonction de notre terrain, en fonction des problématiques de santé qu'on peut rencontrer, il va falloir éviter le riz gluant, par exemple, pour pas se surchauffer. Le riz, c'est un tonifiant de la rate, vu la saveur douce, et de l'énergie, c'est-à-dire du qi. C'est-à-dire qu'il va contribuer à aider la rate à produire le qi et le sang. En plus de ça, on dit qu'il nourrit les 5 organes. On en a déjà parlé dans notre chronique sur le sésame. Il nourrit les 5 organes, il va activer les méridiens des 5 fonctions de notre organisme, donc il est considéré comme une panacée. Il va être préconisé en cas de faiblesse, notamment de convalescence. D'ailleurs, on peut le ressentir quand on n'est pas tout bien. Généralement, on a envie de choses simples et on se tourne vers un petit riz blanc tout simple, sans assaisonnement, et ça fait du bien. On a de l'instinct, on le suit. Est-ce qu'on a justement des plats médicinaux de riz ? Oui, énormément en fait. Alors déjà une petite parenthèse sur le riz cantonais. Donc chez nous le riz cantonais c'est un peu trivial, on le trouve en surgelé, etc. Mais c'est un plat très complet parce qu'il comporte les 5 couleurs qui alimentent les 5 méridiens justement. On a le blanc du riz pour le poumon, on a le noir des champignons noirs pour le rein, le vert des petits pois pour le foie, le rouge de la viande de porc pour le cœur, et on a le jaune de l'omelette pour la rate. En plus, le riz cantonais cuisiné de manière traditionnelle va combiner des cuissons yin et des cuissons yang. Une cuisson yin, c'est une cuisson qui va être plutôt refroidissante, rafraîchissante, comme la cuisson vapeur. La cuisson yang, c'est une cuisson qui va être plutôt tonifiante et plutôt réchauffante. Donc on a un riz à la base qui est cuit à la vapeur et ensuite qui est frit à la poêle avec les autres ingrédients. Donc on a une combinaison des deux qui lui confère une forme d'équilibre. Donc on a un plat qui peut être carrément médicinal et équilibrant quand c'est fait dans les règles de l'art. Le riz est à la base de nombreux gruaux, en fait, les gruaux de riz qu'on appelle le congee en diététique chinoise, et qui sont des soupes, comme des soupes de riz soyeuses et très digestes, parce qu'on va mettre 10 volumes d'eau pour un volume de riz. Donc le riz est complètement délité dans son eau de cuisson. Et donc ce sont des gruaux qui sont agrémentés et condimentés selon l'effet thérapeutique qu'on va rechercher. On va avoir par exemple un gruau de riz au gingembre frais quand on a un coup de froid, ou à la menthe pour la gorge douloureuse. On va faire du gruau de riz au navet pour la toux, on en reparlera très prochainement du navet. On va faire un gruau de riz aux épinards pour l'anémie, à la viande de canard quand on fait de la rétention d'eau. On peut avoir un gruau de riz aux noix. On en a parlé de la noix dans une précédente chronique, qui lui va calmer les douleurs de règles avec sensation de froid dans le bas-ventre. On disait que la noix, elle a un tropisme vers le rein. La rein va gérer tout ce qui est fonction génitale. Donc tout est cohérent par rapport à ça. Et puis on va avoir aussi, pourquoi pas, un gruau de riz à la rose pour l'irritabilité et les syndromes prémenstruels, ou encore un gruau au bouillon de poule pour la convalescence. Alors là, je vous ai mis beaucoup d'exemples, mais je fais un petit peu de teasing par rapport aux différentes chroniques qu'on va avoir dans les semaines à venir, entre la rose, le bouillon, etc. On va retrouver des plats médicinaux aussi en cuisine ayurvédique avec ce plat qui s'appelle le kitchari. Le kitchari, c'est un mélange de riz et de haricots mungo, c'est-à-dire ce soja vert. Nous, on le trouve beaucoup en bocal, tu sais, on appelle ça les pousses de soja. Mais on peut acheter les graines de haricots mungo entières en magasin bio notamment, et on peut les faire germer nous-mêmes. Donc on dit que ce plat en Ayurveda équilibre les 3 doshas. Alors qu'est-ce que c'est que les doshas ? Ce sont les humeurs biologiques qui font notre terrain. Ce sont comme des... c'est pas évident à décrire. On dit que le dosha kapha, par exemple, est fait de terre et d'eau. Donc quand on a un dosha kapha dominant, on a les éléments terre et eau qui sont prédominants chez nous et qui font un terrain métabolique particulier. On dit que le kitchari est purifié. On peut le consommer pour des cures détox. On va consommer que ça et assaisonner en fonction de nos besoins. Les épices vont être choisies justement
justement en fonction de nos doshas. Pour un terrain kapha, par exemple, les épices bien réchauffantes, bien stimulantes, comme le gingembre et le poivre, sont plutôt favorables. Chose qu'on va éviter pour un terrain pitta qui, lui, est beaucoup plus feu et qui a besoin de pas trop s'échauffer non plus. Donc le riz, un aliment indispensable du côté de la médecine, mais il a l'avantage aussi d'être cuisiné sous toutes ses formes, en sucré et en salé. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les mariages heureux qu'on peut faire avec le riz? Même si j'imagine qu'ils sont nombreux. Mais oui, tout à fait. En fait, le riz, il se marie avec tout. Il a une saveur douce qui est plus ou moins parfumée et il va s'accommoder aussi bien de sauces relevées que de condiments sucrés. Ou alors, on va pouvoir y associer des choses subtiles comme on le fait avec les sushis. J'ai bien aimé comme tu as introduit cette partie parce que, évidemment, on parle beaucoup des propriétés médicinales. Ça nous intéresse, ça vient enrichir notre tête, mais on ne mange pas avec sa tête. On mange avant tout avec son instinct, son ressenti et ses sens. Donc si on se sent attiré par le riz, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on se sent un petit peu paf-pouf, voilà, ce sont ces indicateurs-là qu'il faut suivre et pas « ma tête me dit il faut manger du riz parce que c'est bien ». On le rappelle, on le redit, on le répétera. Le riz, on peut le cuisiner de plein de façons différentes. Est-ce que tu peux nous présenter un peu justement quelles sont les formes de cuisson possibles? Oui, tout à fait. Alors, je vais m'inspirer pour vous donner des idées des recettes qui figurent sur le blog des Mangeurs Libres et on vous met tous les liens en dessous du podcast sur le site de Radio Alto. radioalto.info. Voilà, et en dessous du podcast sur YouTube, bien sûr. Donc, la manière la plus conventionnelle de cuisiner le riz, c'est quand on va le retrouver en grains entiers dans notre assiette. Et là, vous allez pouvoir retrouver plusieurs recettes très sympathiques. Un riz complet à la noix de coco et aux courgettes, qui était inspiré d'une recette de Marie Chioka, qui est vraiment très sympa, tout à fait délicieux. Vous allez retrouver une recette de riz complet à la volaille et au chou petsai. C'est le chou chinois qui est très tendre et qui cuit en moins d'1 minute à la poêle. On adore. Et puis une poêlée de légumes multicolores avec à nouveau un petit émincé de dinde et du citron confit au sel. On en a parlé du citron confit au sel qui est un petit condiment qu'on fait très 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 facilement à la maison. Je vous y renvoie. Alors après, soit on peut effectivement mettre le riz en tas dans l'assiette, ou alors, quand on est motivé et qu'on a du temps, on peut le façonner. Et là, par exemple, on va faire de jolies perles de riz rouge et blanc dans un petit Buddha bowl végétarien. On peut faire aussi, et s'amuser à faire comme des sushis, des roulés de riz rouge enfermés dans une fine lame de tome des Bauges, n'est-ce pas? Voilà. Et là, ce que les participants à mes ateliers apprécient beaucoup, c'est l'usage de la sauge qui est puissamment dosée et qui se marie mais à merveille avec la tome des Bauges. Je vous le recommande. Comme quoi on peut faire de la cuisine fusion. Exactement. Avec les produits de notre terroir. Formidable. Côté sucré, est-ce que tu aimerais partager avec nous une recette? Bien sûr. Alors, le riz sucré, c'est évidemment le riz au lait auquel on va penser tout de suite. Là, je vous propose sur le blog un riz au lait vanillé, c'est un classique, avec un coulis au sésame. Et là, j'avais eu envie d'expérimenter le sésame en sucré, le sésame qui est un petit peu amer, voilà, associé avec le miel pour donner quelque chose, un caractère un petit peu corsé, comme une sorte de caramel de sésame pour assaisonner ce riz au lait très doux. On va retrouver également plusieurs recettes de risotto. Vous allez retrouver un risotto verde avec des pousses d'épinards, de la roquette, des belles pleurotes et de l'ail, ou un petit risotto tout douillet au fenouil, on en a déjà parlé, avec des petites pétoncles toutes sympas. Côté farine, parce que oui, on utilise bien sûr la farine de riz. Et oui, tout à fait. Elle est d'ailleurs souvent utilisée en pâtisserie sans gluten, où on va l'associer en généralement 2/3 pour 1/3 d'une farine plus lourde et savoureuse, par exemple comme la farine de châtaigne ou la farine de sarrasin. Donc en général, la farine de riz qui est un petit peu fade, on la combine avec une farine plus savoureuse. Là, sur le blog, vous allez pouvoir trouver une recette adorable de petits muffins mousseux, cuits à la vapeur et parfumés au citron. C'est un petit délice. Le riz, on le retrouve aussi sous forme de lait. Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle le lait de riz. C'est une boisson végétale faite à base de riz. Donc, on va cuire du riz dans un grand volume d'eau. On mixe. On filtre et on obtient un liquide un petit peu blanchâtre qui a une saveur douce de riz cuit mais très délicate et qu'on peut utiliser en remplacement d'un liquide dans les préparations
pâtissière, sucrée, plutôt sucrée d'ailleurs. Moi, j'ai déjà fait des béchamel au lait de riz, je me suis fait appeler Hortense. Bref, donc là, vous allez pouvoir trouver par exemple un chocolat chaud avec ses petits chamallows bio sur le blog. Et puis pour finir, on va évoquer les nouilles de riz. Évidemment. Voilà, qui sont une chouette alternative aux nouilles de blé, notamment pour les personnes qui mangent sans gluten. Et je vous les propose dans un bouillon de volaille façon thaï parfumé à la sauge ananas que vous pouvez trouver la saison venue, c'est-à-dire estivale, au jardin de Flora. C'est une merveille, cette aromatique. Voilà de quoi fêter dignement le Nouvel An chinois. On vous le rappelle, c'est le samedi 10 février. Merci beaucoup Anne pour cette chronique passionnante sur le riz et toutes ses possibilités. La semaine prochaine, un autre programme nous attend. Je sens qu'il y a un peu moins festif celui-là. Oh, c'est pas dit, parce que du point de vue de la diététique chinoise, c'est encore la fête avec le navet. Formidable. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci beaucoup. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.